Nous allons passer à la recherche et à la formation. Donc, ce qui nous amènerait donc à écouter le professeur Karamoko Diarra, parce que, voilà, un pays ne peut pas se développer sans la recherche. Et quand on parle de recherche, c'est vrai, professeur et académicien, mais on parle également de recherche fondamentale, mais aussi de recherche paysanne, de recherche qui valorise les connaissances endogènes. Alors, professeur, pour des systèmes alimentaires durables, militant agroécologiste, agroécologue, on aimerait bien t'entendre pour nous parler du rôle de la recherche, mais surtout revenir sur des piliers fondamentaux qu'on devrait retenir pour arriver, pour accompagner donc, des initiatives autour des systèmes alimentaires. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. C'est un plaisir de me retrouver ici en tant qu'universitaire, académicien, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour les communautés, in fine. Moi, c'est comme ça que je conçois le rôle des universités. Notre mission, c'est former, formation, la recherche et service à la communauté. Donc, 3 piliers. Je mettrai le focus sur l'agroécologie. L'agroécologie, j'ai commencé à m'y intéresser vers la fin des années 2000, quand j'ai commencé à collaborer avec ENDA, RUP, avec feu notre ami Malik, où j'ai intégré des équipes pluridisciplinaires, voire interdisciplinaires, où en tant qu'académicien, j'ai appris un peu à adresser les problèmes d'un point de vue, disons, systémique. Et c'est ça qui a fait que, en 2007, quand les universités ont commencé à basculer dans la réforme LMD, et que les textes ont commencé à être déverrouillés, donc j'ai mis en œuvre cette pratique d'une approche intégrée des formations pour monter ce master, en partenariat bien entendu avec le CIRAD. C'est un centre donc, de recherche français pour le développement en coopération, et également en partenariat avec les acteurs de la recherche et du développement au Sénégal. Voilà, et donc c'était un master qui s'appelait GEDA, Gestion durable des agroécosystèmes horticoles, que nous avons finalement pu monter et démarrer à partir de 2010. Voilà, et qui s'est révélé être un franc succès parce que ce master développait 3 mamelles. Bien entendu, il y avait la mamelle technique, bien entendu, tout ce qui touche à l'agriculture, tous ces aspects. Mais il y avait aussi une dimension science de l'ingénieur qui permettait d'outiller les étudiants, puisque je leur dis souvent, vous êtes des cadres, le cadre c'est le rapport, c'est tout un tas de choses qu'il faut savoir faire. Mais également une 3e mamelle, c'est la mamelle, ils sont tous entrepreneurs. Voilà, donc ils savent développer des business plans, voilà, écrire des projets, etc. Et c'est ça qui fait que ce sont des profils qui n'ont aucun problème, qui s'insèrent facilement et qui, in fine, même arrivent à trouver trois boulots en même temps. Ils sont consultants, ils sont formateurs et ils ont tous leur entreprise puisqu'ils sortent tous avec déjà leur GIE. Voilà. Donc ça, c'est le profil. Et j'ai dit tout à l'heure que nous en sommes à peu près à 250. Et nous sommes fiers d'annoncer que donc,
parmi les premiers alumni qui sont sortis en 2010. Hier, on a nommé parmi eux donc, le directeur de l'horticulture, Ahmed Bassirou Sané, qui est un alumni du Master GEDA et qui est également titulaire d'une thèse en doctorat donc en écologie et gestion des écosystèmes. Parce que c'était notre pari, former le maximum de jeunes, les insérer dans le système, ça c'est il y a 10 ans, et en faire des acteurs. Voilà, ça participe d'une stratégie qui renforce, si vous voulez, l'approche plaidoirie, donc l'approche positionnement institutionnel de l'agroécologie à l'intérieur des institutions. Voilà, donc ça c'est, si vous voulez, l'approche formation. Et cette approche formation, nous l'avons couplée avec l'approche recherche. Parce que chaque fois qu'on fait des thèses, en fait, les thématiques des thèses, ce sont des problèmes que nous rencontrons et que nous transformons en sujets et que nous adressons avec l'appui de nos partenaires, du CIRAD et d'autres organismes. Voilà, et donc ça nous a permis de développer beaucoup d'innovations. Hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Et cette approche également nous a permis un peu de monter à partir de 2021-2022 le centre environnemental pour la recherche et la formation en agroécologie, le CERFA, que j'ai personnellement fondé. Et l'idée, c'était vraiment de passer à l'échelle, d'être au plus proche des communautés. Le CERFA, je le considère un peu comme un living lab, un laboratoire au milieu donc, des communautés où les problèmes sont directement traités en rapport avec les communautés. C'est une approche de plus en plus, qui se développe de plus en plus. Et donc, à ce niveau-là, la formation n'est plus seulement académique, mais nous faisons des formations depuis le CAP jusqu'au master. Mais également, nous développons beaucoup d'immersions, des formations courtes dans tous les domaines, d'une semaine à 6 mois, avec des certifications au bout. Voilà, ça c'était un peu donc notre approche, recherche, formation et service à la communauté. Nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires, en premier bien entendu le PNUD, dans le cadre du programme PMFM. L'année passée, le PNUD nous a accompagnés et nous avons aidé à faire le diagnostic donc de 16 projets à l'échelle du pays, le diagnostic bien entendu agro-environnemental mais socio-économique. Nous sommes arrivés à faire ce diagnostic-là dans le cadre donc, du programme PMFM, donc à l'échelle nationale. Et à l'issue de ce diagnostic, nous avons identifié, bien entendu, les points forts et les points faibles donc des fermes qui ont été financées par le PMFM. Et nous avons amené les leaders par structure au niveau du CERFA, puisque nous pouvons accueillir et loger et former sur place. Nous les avons formés donc à plusieurs techniques agroécologiques. Et je pense que ça a été une expérience extrêmement concluante et qui m'a permis de constater que, le PMFM faisait un travail extrêmement important puisqu'il adressait directement les problèmes avec les communautés. Les populations recevaient directement les fonds et réglaient directement leurs problèmes. Et j'estime que c'est une initiative qu'il faut, je parle sous le contrôle d'une autorité, vraiment qu'il faut renforcer et multiplier à l'échelle du pays pour avoir un impact. Le deuxième enseignement par rapport à ce projet PMFM, c'est l'aspect genre. Je me suis rendu compte que j'ai découvert que l'agroécologie vraiment était l'affaire vraiment des femmes. Dans toutes les communautés que nous avons eu à
à visiter, où nous avons eu à faire le diagnostic, l'essentiel des acteurs, c'était des femmes. Ça, vraiment, ça, c'était une découverte pour moi. Donc, les femmes jouent un rôle extrêmement fondamental et vraiment, elles constituent le pilier. Et ça, je pense que nous devons en tenir compte dans les politiques que nous développons. L'autre expérience que je voulais partager en matière toujours d'appui aux communautés, c'est le travail que j'ai fait avec ONU Migration pour les jeunes migrants et aspirants, avec notamment le conseil départemental de la jeunesse de Pikine et le GIE Lendeng de Rufisque, ou avec l'appui de l'OIM, donc dans le cadre de ce qu'on appelle le programme MITSA. Donc, nous avons pu former, par exemple, à Pikine, 90 jeunes et à Lendeng, 90 acteurs, parce qu'à Pikine, c'était des jeunes, mais nous les avons formés en maraîchage, agriculture intégrée, en agriculture, mais également en pisciculture. Mais nous les avons également accompagnés jusqu'à ce qu'ils puissent monter leur structure et à la limite, ils ont pu arriver à, comment dirais-je, produire du poisson, produire des poulets et produire donc des légumes. Donc ça a été vraiment une expérience concluante. Et encore une fois, je parle sous le regard de l'autorité, je parle de monsieur le maire, c'est un clin d'œil que je fais. Je pense que, je l'ai toujours dit depuis 20 ans, ce ne sont pas les innovations qui manquent, ce ne sont pas les ressources humaines qui manquent dans ce pays, c'est vraiment l'accompagnement, la mise à disposition de moyens qui manquent. Et ça, je pense que c'est vraiment une plaidoirie que je voulais faire. Et peut-être je voudrais terminer juste pour lancer un appel. Okay. Depuis 20 ans, je travaille dans ce domaine. Je répète, on a toutes les innovations, on a les technologies, on a fait beaucoup d'efforts dans la formation, on a des acteurs engagés, mais les initiatives sont dispersées. Les initiatives sont dispersées. Et chaque fois que je suis ça me fait plaisir à chaque fois de venir partager, mais je constate que au moment où on le fait, c'est la communion, ça va, tout le monde est content, mais après chacun se disperse. Et vraiment, la plaidoirie que je voulais faire, c'est vraiment quelle entité qui pourrait fédérer l'ensemble de ces actions-là. Ça, vraiment, c'est une approche de gouvernance pour fédérer ces actions-là et vraiment les mettre au service des communautés. Je pense que ça, dans le débat, ça, on doit vraiment insister pour vraiment mettre, je ne sais pas, on va l'appeler plateforme, peu importe ce qu'on va l'appeler, mais une instance supra quelque chose pour que l'ensemble des acteurs puissent se retrouver, que les moyens puissent être mis au niveau de ces instances-là, afin que on puisse mettre l'ensemble de ces innovations-là au service des populations. Merci. Merci beaucoup, professeur.